Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet qui va intéresser beaucoup de monde puisqu'en ce moment l'inflation et le contexte actuel fait que le crédit est compliqué à obtenir. Donc nous ici on parle souvent d'immobilier et donc acheter aujourd'hui de l'immobilier c'est de plus en plus compliqué. Donc pour les raisons d'accès au crédit, pour des raisons de disponibilité de biens sur le marché, de concurrence. Donc acheter de l'immobilier en direct aujourd'hui c'est plus aussi simple qu'il y a 1 ou 2 ans. Et donc aujourd'hui, on va parler plutôt pierre-papier, donc comment acheter de l'immobilier physique, comment rentrer dans le marché de l'immobilier sans acheter d'immobilier physique, avec Clément Renaud. Clément, bonjour. Bonjour Bassel. Alors Clément, comme d'habitude, je vais te demander un peu de te présenter, mais pour te présenter rapidement, donc aujourd'hui, on va dire que tu es un peu un spécialiste des SCPI qui sont un format, un moyen d'investir dans l'immobilier dématérialisé. Et donc, ma première question, alors avant d'aborder ce sujet-là, la première question, ça va être un peu de te présenter, d'où tu viens. C'est toujours intéressant de voir, parce qu'avant d'analyser un peu tes explications, c'est toujours intéressant de voir d'où la personne vient et son parcours et comment t'en es venu à Louvainvest. Voilà. Écoute, avec grand plaisir Bassel. Alors en gros, bon, en quelques mots, donc moi je suis ingénieur de formation. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait l'école des Ponts et Chaussées, qui est une école qui est historiquement, comme le nom l'indique, Ouais, je vois très bien. assez calée en génie civil. Et pour autant, j'ai commencé ma carrière en faisant totalement autre chose que du génie civil. Et surprenamment, c'est depuis 2 ans que je suis revenu sur l'immobilier. Donc finalement, bon, c'est pas exactement du génie civil, mais on pourrait dire qu'il y a un peu plus de rapport qu'avec ce que je faisais avant. Mais en 2 mots, moi j'ai deux passions dans la vie, c'est l'aéronautique et la tech. J'ai commencé à bosser dans l'aéronautique en Angleterre sur les moteurs de l'A380 chez Rolls-Royce. Je suis ensuite parti en Silicon Valley. J'ai fait un master de machine learning à Stanford et j'ai travaillé dans plusieurs startups, ce qu'on appelle des startups early stage, donc des startups assez récentes qui ne sont pas lancées Mhm. depuis longtemps. La première dans l'analyse des données pour les télécoms, notamment les réseaux Wi-Fi d'entreprise. Ensuite, les camions autonomes. Ensuite, j'ai créé une première startup aux États-Unis qui faisait des navires autonomes. Donc, l'idée, c'était de se dire, tu as des gigantesques porte-conteneurs qui font des trajets qui durent plusieurs semaines et en fin de compte, sur lesquels ça paraît en tout cas assez facile d'automatiser la navigation. On a fait ça avec des associés pendant un petit moment. La tech a été revendue à une autre boîte qui fait des cartes sous-marines depuis quelques mois ou quelques années maintenant. Ça fait un petit moment. Et donc, j'ai lancé Louvainvest effectivement avec un constat extrêmement clair qui est que tout le monde veut investir en immobilier, mais que beaucoup de gens s'empêchent de le faire parce que ça leur paraît trop compliqué. Parce qu'il faut prendre un crédit, que tout à coup, ben, c'est un engagement sur 20 ans, que ça nécessite d'investir quand même beaucoup d'argent. Un gros Tu vois, risque en termes de quantité d'argent, quoi, on va dire. Ouais. exactement, gros risque. Et puis même, en fait, tu vois, tu te dis, bah, en gros, si tu as, je sais pas, imaginons 28 ans, est-ce que tu fais un investissement locatif? Est-ce que tu fais une résidence principale? C'est un débat énorme en ce moment entre Ouais. les pro-résidence principale et les pro-investissement locatif. Et puis, Bref. ouais. Donc Il moi, n'y a pour pas ma eu de part, réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, mais oui. non, c'est compliqué, Mm. effectivement. Et puis en plus, chacun vend un peu sa soupe, donc c'est Mm. toujours encore plus compliqué. Mm. Mais tu vois, moi, pareil, j'avais fait 2 investissements locatifs quand j'étais aux États-Unis, donc j'avais investi en France. Donc j'avais connu en fait le passage et de le faire. Et en fin de compte, une fois que tu l'as fait, bah, ça devient beaucoup plus concret, beaucoup moins stressant en fait, parce que Ouais. bah, C'est le t'es premier qui est déjà dur. Ouais, le premier, exactement. il est vraiment impactant. Ouais. Bah, comme toujours, en fait, tu vois, le fait de Mm. faire pour la première fois quelque chose, c'est quelque chose de difficile. Donc, j'avais vécu ça, et je voyais autour de moi, notamment mon associé Théophile, que je connais depuis 11 ans, qui lui refusait de passer le pas parce qu'il avait peur, il considère que c'est pas son métier, il vient de la finance de marché, donc il se dit, ouais, moi je suis moins à l'aise avec ce type d'actif quand même très tangible, très physique. Et donc, on a lancé l'Invest avec cet objectif de se dire, bon, on veut permettre à tous d'investir en immobilier dès 200 euros. Alors, c'est un peu la somme sur laquelle on a abouti, c'est de se dire, voilà, tu vois, à partir de 1 euro, bah, en fait, c'est pas un investissement, c'est un jeu, quoi. Tu vois, autant acheter un morpion au PMU. Mm. Et à partir de, tu vois, 25 000, bah, en fait, tu commences à bloquer beaucoup de gens. Donc, la limite qu'on a trouvée, nous, c'était 200 euros. Donc, on a cherché les moyens de le faire. Et donc, comme tu le rappelais, la SCPI, c'est un moyen qui permet d'investir
en immobilier totalement géré, c'est-à-dire que tout est géré pour vous par des professionnels. Vous n'avez pas d'appel de charge. Une fois qu'on a investi, voilà, le montant qu'on a investi est investi, on ne demandera jamais plus. On est détenteur en réalité de l'immobilier physique parce qu'on investit dans donc la SCPI, hein, c'est Société Civile de Placement Immobilier. Moi, je dis souvent l'analogie, c'est une SCI sous stéroïde. C'est vous possédez des parts de la structure qui possède les biens. Donc, en fait, vous possédez les biens indirectement par cette structure. Et donc, on s'est lancé là-dessus en se rendant compte qu'en fait, le mode de distribution de ces produits qui existe depuis 50 ans était extrêmement cher, des frais de 5 à 8% à l'entrée, pris directement par la personne qui vous vend la SCPI, ce qui est énorme. Et deuxièmement, pas digitalisé. Donc, on a digitalisé et rendu ça beaucoup moins cher. C'est comme ça qu'est né Louvainvest. Alors, si tu peux réexpliquer un peu, donc SCPI, alors comment ça marche? Parce que moi qui pourtant me suis intéressé, hein, et puis que pourtant je m'intéresse à la finance, à l'immobilier, etc., j'ai beaucoup de mal, et je pense que je suis pas le seul, à comprendre les mécanismes on va dire, d'immobilier. Alors je vais pas dire fractionné, c'est un peu la mode de dire aujourd'hui d'immobilier fractionné parce qu'il y a d'autres méthodes maintenant. Mais on va dire que les méthodes historiques sont la SCPI, mais d'ailleurs il n'y a pas que la SCPI, hein, j'ai vu il y a les OCPI, il y a quand même pas mal de types de structures, et on a du mal à comprendre exactement ce qu'on achète, ce qu'on détient, ce que la société achète. Et donc est-ce que tu peux nous dire, voilà, concrètement, que c'est que la société, la SCPI, comment ça marche, comment elle achète de l'immobilier, et comment ensuite qu'est-ce que le client finalement obtient quand il met X euros dans la SCPI? Absolument. Alors, comme je te rappelais, donc SCPI, c'est un acronyme qui est un peu barbare, on va pas se le cacher. Ça veut dire juste Société Civile de Placement Immobilier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une entité qui a pour vocation d'avoir des associés qui rentrent au capital, donc qui injectent de l'argent, des investisseurs, et ensuite, cette SCPI, donc la SCPI va acheter des biens et donc les loger, donc elle aura à l'actif des biens qui ont été achetés. Comment est-ce que cet achat se passe? En fait, une SCPI, c'est porté par une société de gestion. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la société de gestion est une entité tierce. La société de gestion ne possède pas la SCPI. La seule personne qui possède la SCPI, ce sont les associés. Donc toi, quand tu investis, tu vas t'associer, enfin, d'autres investisseurs vont choisir d'investir dans la même SCPI que toi. Cette SCPI va collecter de l'argent et cet argent va être mis au travail par la société de gestion qui va sélectionner des biens selon une stratégie qui est définie à l'avance. Donc chaque SCPI a une stratégie. Et la stratégie, c'est quel type de biens elle va acheter et sur quelle géographie elle va les acheter. Je te donne un exemple très simple. Certaines SCPI font ce qu'on appelle de l'immobilier résidentiel, des appartements, des maisons, etc. Donc ça, c'est la partie sectorielle, elle va acheter du résidentiel. Et puis géographique, par exemple, on a des SCPI qui vont te dire, nous, on va investir que à Paris et en première couronne. Et donc, avec ce double axe secteur plus géographie, tu peux choisir la SCPI dans laquelle toi, tu penses qu'il y a du potentiel. Donc toi, une fois que tu as choisi ça, tu vas dire, OK, très bien, j'investis dans cette SCPI. La SCPI ensuite va acheter les biens qui correspondent à la stratégie. Et donc, évidemment, en achetant les biens, va générer des revenus locatifs. Alors, je te coupe. Tu dis, elle achète les biens, elle les achète sur les fonds propres des associés au départ, ou elle les achète que quand elle a réussi à récolter des fonds auprès de ceux qui placent l'argent, ou les deux? Quand elle a récolté les fonds. En fait, non, mais les associés, c'est vraiment les investisseurs. Donc toi, tu es investisseur, tu mets 10 000 euros. Et si vous êtes 10 autres, en fait, elle a 100 000 euros. Donc elle va dire, OK, j'ai 100 000 Donc ça permet pas d'acheter l'immobilier, en fait, au départ. Enfin, pas forcément. En fait, alors la réponse c'est tout petit peu plus complexe, c'est qu'en fait pour pouvoir même se lancer, c'est des produits qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers. Ouais. Pour pouvoir même se lancer, en fait, il y a un capital minimal qui est généralement légal, trouvé, exactement, qui est déjà trouvé en fait à l'avance, ce qui fait que dès le début la SCPI peut déjà acheter des biens. Et donc ce que ça veut dire, c'est que la société de gestion va aller en fait faire du démarchage en disant, regardez, je vais vendre ça, je vais commercialiser cette nouvelle SCPI. Est-ce que vous voulez pas ce qu'on appelle se faire seeder, se faire seeder, c'est vraiment faire le démarrage, l'amorçage. Donc en fait, en réalité, la SCPI n'obtient l'agrément que quand elle a déjà un peu atteint un niveau, alors qui est pas très élevé, mais qui est quand même généralement quelques millions, qui lui permet d'aller placer de l'argent tout de suite. D'accord. Et puis en plus, il y a un deuxième levier, c'est que par exemple, les SCPI peuvent malgré tout s'endetter un petit peu, pas énormément, mais elles ont le droit de s'endetter un petit peu. Et donc, ce qui peut se produire, c'est que par exemple, une SCPI au lancement va effectivement collecter de l'argent, mais en parallèle, si par exemple elle va acheter un bien qui vaut 1,5 million et qu'elle a collecté 1,2 million, va pouvoir aller voir une banque et dire, vous me financez les 300 000 restants. Comme ça, moi, j'achète tout de suite parce que c'est une bonne affaire. Voilà. En gros, comment ça marche. Ok. Et ensuite, elle collecte donc des fonds auprès de particuliers ou autres qui veulent placer de l'argent. Absolument. Et elle se sert de ces fonds pour racheter de l'immobilier?
Pour acheter des biens, effectivement. Donc la Pour acheter SCPI des biens. achète des Ok. biens. Donc les biens sont détenus par la société civile de placement immobilier, Ok. la SCPI, et gérés donc par un prestataire. Le prestataire, c'est la société de gestion qui D'accord. va assurer donc le sourcing, l'achat, ce qu'on appelle la due diligence, qui est en fait l'évaluation du bien, le fait L'audit. de Ouais. valider exactement l'audit du bien, Mhm. et la gestion locative. Donc tout ça, c'est géré par ce prestataire tiers qui est la société de gestion, mais c'est bien Mhm. la SCPI dont tu es associé en tant qu'investisseur Qui qui possède les biens. possède les biens. Ok. Exactement. Ok, c'est clair. Et donc, quand toi, tu places de l'argent dans la SCPI, qu'est-ce que tu détiens finalement? Mais alors, comme je te dis, donc, tu Une détiens des part? parts sociales, exactement, tu D'accord. détiens des Ok. parts sociales de la société Ok. civile de placement immobilier. Et donc, qu'est-ce que tu gagnes? Parce qu'au fond, c'est ça qui nous Ouais, intéresse tous. c'est vrai. Et donc, tu gagnes deux choses. Le premier et le plus évident, c'est le rendement locatif. C'est-à-dire que la société civile de placement immobilier donc, achète des biens qui ont pour vocation d'être mis en location. Mhm. Les locataires payent des loyers à la SCPI. La SCPI va payer un certain nombre de charges. Tu parles souvent d'immobilier, mais on le sait, hein, il va y avoir des charges. Donc, effectivement, par exemple, de payer le prestataire qui fait la gestion locative, mais également, par exemple, de payer de la Travaux. maintenance, Mhm. des travaux, etc. Donc, tout ça, c'est déduit au niveau de Mhm. la SCPI. Et tout le reste est rendu au prorata de ton investissement aux investisseurs. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut concrètement espérer gagner? Les rendements nets de charges et de frais de gestion euh, sont autour de 4 à jusqu'à plus de 7% pour les meilleures SCPI. La meilleure SCPI sur 2022 a servi un rendement locatif net de frais de gestion ou net de charge de 7,64%, ce qui est absolument énorme hein, quand tu penses net de frais, net de charge. Donc voilà, donc tu gagnes ces rendements locatifs. Ça, c'est la première chose que tu gagnes. La deuxième, c'est que tous les ans, la société de gestion est obligée de faire auditer les biens pour déterminer leur valeur actuelle sur le marché. Parce qu'on le sait tous, l'immobilier, ça monte comme ça peut descendre. Et donc, Mhm. tous les ans, il y a un expert qui vient et qui dit, bah, OK, ce bien-là, il vaut tant, ce bien-là, il vaut tant, etc., etc. Et donc, ça crée ce qu'on appelle une valeur dite de reconstitution. Ça, c'est la valeur d'expertise de la SCPI qui dit, la valeur de reconstitution des biens, ça vaut ça. Et Mhm. tu as une règle de l'autorité des marchés financiers qui dit que la valeur de ta part de SCPI doit toujours être dans un tunnel de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le prix que tu as payé ou le prix auquel tu pourrais revendre ne peut pas dévier du prix, on va dire, du sous-jacent immobilier de plus Mhm. de 10% à la hausse comme à la baisse. Voilà. Donc ce que ça veut dire, effectivement, c'est là où je veux en venir, c'est que si jamais l'immobilier monte, eh bien, toi, à la fin, tu revendras plus cher que tu n'as acheté. Donc, tu as une plus-value potentielle en plus des rendements locatifs. Donc ta part est toujours indexée sur la valeur du bien sous-jacent et un maximum, enfin comment dire, euh, ils sont obligés en fait de l'indexer qu'à partir du moment où ça dépasse 10%, ou c'est... En fait, ils ont le droit, tu as raison, ils ont le droit de garder un décalage jusqu'à 10%. D'accord. S'ils sont à plus de 10%, ils ont l'obligation de repricer, donc de Et après c'est au rechanger le prix. choix. Après c'est à leur bon Exactement. vouloir. Ouais. Et dans le tunnel, c'est au bon vouloir de la société de gestion. Et on a cette historisation pour les CPI de ceux qui ont ce fameux bon vouloir ou pas? Absolument. Bah, en fait, typiquement, Ouais. alors, bon, il se trouve qu'en l'occurrence, chez Lovinvest, on tient aussi une base de données qui est totalement ouverte et gratuite, que vous soyez client ou pas client. Là, je suis allé Euh, voir juste avant. Voilà, et C'est donc pas mal. notamment, on tient un onglet qui s'appelle Performance, qui te donne en fait la performance historique et ainsi que la valeur de reconstitution historique. Donc typiquement, et on calcule, même sur l'onglet principal, tu peux voir en fait ce qu'on appelle le différentiel. C'est-à-dire que ce qui va être toujours très intéressant pour un investisseur, c'est par exemple d'investir dans une SCPI où le prix de la part est inférieur au prix de l'immobilier. Parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel. Tu vois, alors qu'au contraire, je donne un exemple, imaginons que Mhm. ton prix de la part il soit 9% au-dessus de la valeur de reconstitution. En fait, ça veut dire que toute baisse de la valeur de reconstitution va entraîner une baisse du prix de part. Donc, c'est évidemment beaucoup moins attrayant pour un Mhm. investisseur. Ouais, ça, je suis pas sûr que les gens. C'est intéressant, hein. Non, Et c'est un peu plus de l'expertise, ça, je te le concède. bah ouais, mais du coup, c'est ça qui. De ce point de vue-là, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, j'étais pas au courant de ce fonctionnement. Et puis du coup, du fait d'utiliser, parce que ça, c'était une autre de mes questions, c'est comment on choisit. Alors, comment on choisit une SCPI? Parce que tu disais, certes, il y a la stratégie, en fait, le fait d'acheter du résidentiel, du pro, géographique, Europe, etc., ou ailleurs. C'est vrai que ça, c'est une chose, mais
parce que moi j'en ai vu des SCPI, des fois c'est un mélange, hein, donc il y a un peu un mélange de tout, c'est-à-dire qu'il y a du pro, du résidentiel, de l'Europe, etc. Mais au final, enfin, ça simplifie pas la question, c'est-à-dire comment tu choisis. Alors, la plupart, je pense, vont regarder un peu comme quand tu regardes les cours de bourse ou les cours d'action, tu vas regarder un peu le passé, même si on sait que le passé veut rien dire. Tout le monde regarde le passé, malgré tout. Euh, Comment tu choisis, tu vois? Comment tu choisis? Alors écoute, nous, enfin pour ce qu'on recommande aux clients, hein, c'est malgré tout, c'est premièrement quand même le sujet de la stratégie. C'est-à-dire que comme dans tout investissement, si je te propose d'acheter un appart à Niort, mais qu'en fait toi tu penses que Niort c'est nul, bah, tu vas jamais le faire. Et c'est logique. Et Mm, c'est même sain, c'est-à-dire que chacun mm, doit investir en. Il y a des risques dans l'immobilier, on le sait tous, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler. Il y a des risques dans l'investissement SCPI, évidemment, de perte en capital, de liquidité, les rendements sont pas garantis. Donc ce que ça veut mm, dire, c'est que si tu ne crois pas que tu investis dans un secteur d'avenir, bah, je te recommanderais jamais de le faire. Par contre, et on a pu le voir hein, aujourd'hui, enfin, récemment, il y a pas mal de gens qui se sont lancés sur des thématiques un peu spécifiques. Par exemple, la santé, par exemple, mm, la logistique. Ça, ce sont des thèmes qui, en fin de compte, sont plutôt ce que j'appellerais des thèmes de conviction. C'est pas le thème évident, quoi. Donc ça, mm. évidemment, stratégie thématique, c'est sûr. La géographie, c'est aussi dans la stratégie, mais il y a un double impact. C'est qu'en fait, la géographie impacte aussi la fiscalité. Donc ça, c'est quand même un enjeu qui est pas négligeable. Investir aujourd'hui en SCPI européenne permet d'économiser beaucoup d'impôts sur les revenus qu'on touche. Donc évidemment, ta situation personnelle, est-ce que tu es quelqu'un qui est imposé à un taux marginal de 0% ou est-ce que tu es quelqu'un qui est imposé à un taux marginal de 41%? Selon les cas, on va faire en sorte de faire un montage qui soit plus attrayant. Si tu es sur un taux marginal de 30% ou plus, généralement, il est très conseillé ou en tout cas avantageux d'investir dans des SCPI européennes. Donc ça, c'est évidemment une question. Tu parles de la performance historique. En fait, la performance historique ne préjuge pas des performances futures, c'est vrai. Néanmoins, on reste sur de l'immobilier, c'est-à-dire que des actifs qui payaient un rendement Oui, à ils sont toujours là. 5%, Ils sont pour la plupart. Ouais. exactement, ça paraît assez peu crédible Mm. qu'ils arrêtent de payer, enfin tu vois, qu'ils passent de 5 à 2 en un an, c'est même. C'est vrai que dans le cas des CPI, voilà, c'est pas comme le cas des je sais pas moi, de fonds ou de fonds indiciels en bourse ou choses comme ça. C'est qu'au Exactement, moins, c'est vrai que ton immobilier est toujours là. Après, il y a la conjoncture, mais voilà, c'est la stratégie, ça on va exactement. dire. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est sous cet angle-là en fait que la performance passée est intéressante, c'est qu'en réalité, t'as quand même pas, t'as une volatilité qui est quand même réduite. Et d'ailleurs, ça se voit hein, dans l'échelle de notation des risques. On le sait, hein, on parle toujours c'est du couple rendement-risque. En fait, dans l'échelle de notation, tu as AMF de 1 à 7, 1 le moins risqué, 7 le plus risqué. Les S&P sont généralement autour de 3. Donc ce que ça indique, c'est qu'il y a du risque évidemment, mais tu es à 3. Mhm. Des actions, tu vas être à 6 ou 7. Donc c'est pas tout à fait comparable. Donc effectivement, la performance passée, c'est évidemment important. Un autre point qui est très important, c'est la capitalisation. En tout cas, c'est un point sur lequel il faut se faire une conviction. C'est est-ce que je préfère investir dans une SCPI jeune mais montante, ou est-ce que je Mhm. préfère investir dans une SCPI très établie qui va avoir par exemple 700, 800 millions d'euros de capitalisation. Donc tu vois qu'il y a un très gros portefeuille qui est donc également très diversifié, parce que ça c'est un autre avantage dont on n'a pas trop parlé à date de la SCPI, c'est que si moi j'investis dans un appartement et que ce quartier-là, ou même, exemple encore plus idiot, l'immeuble a un problème monumental, je suis exposé sur cet immeuble-là. Tu Mhm. investis dans une SCPI qui a 800 millions d'actifs, évidemment qu'ils n'ont pas un seul immeuble, donc tu diversifies ton risque, tu Mhm. mutualises. Donc ça, c'est des points hyper importants. Euh, et puis, bon, après, tu peux partir dans des critères financiers un peu plus compliqués. Par exemple, l'évolution, donc la valeur de reconstitution. Est-ce que je suis en dessus, au-dessus ou en dessous? Mhm. Ça, c'est évidemment important. Tu peux même aller encore plus loin. L'avantage d'être sur un produit régulé, c'est que tu as énormément de reporting qui te sont disponibles. Donc, tu peux voir, par exemple, tous les biens qui sont dans la SCP. Donc, tu peux vraiment presque aller faire, OK, non, mais ça, j'aime pas trop On peut parce qu'ils ont voir la acheté. liste des biens, l'adresse, etc. Ah ouais, t'as tout, t'as tout. T'as des rapports annuels, vraiment. Alors ça, c'est un peu pour les geeks, hein, mais si ça t'amuse, tu peux voir la liste complète de tous les biens et aller Bah, pas regarder tant que, si ça te plaît ou pas. bah, pas tant que ça, parce que le mouvement qu'on voit actuellement, mais après c'est une autre de mes questions, et puis je crois que c'est un de tes projets futurs, c'est aussi de donner plus accès aux investisseurs de peut-être pas de choisir, mais au moins de voir, enfin si, de choisir, c'est-à-dire de voir, de consulter le bien lui-même physique ou les biens physiques pour se dire j'y vais ou j'y vais pas, plus que une espèce de portefeuille énorme où il y a des dizaines de biens immobiliers. Donc au final, tu vois ça, je suis pas sûr que les gens le savent, qu'ils peuvent aller consulter publiquement, enfin ou a priori C'est public, tout à fait, les ouais.
Voilà, bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais, et ben c'est l'avantage, hein, comme je te dis, pour le coup, comme tu es quand même sur un produit régulé qui est vendu à des investisseurs particuliers, en fait, tu as une Hmm. quantité d'informations qui est vraiment pléthorique. Pour te donner un exemple, hein, généralement, tu as un bulletin tous les trimestres qui te fait un peu la récap, on va dire, de la vie courante. Tu as Hmm. un rapport annuel tous les ans qui, lui, va vraiment dans le détail, avec également un rapport du commissaire aux comptes, rapport du conseil de surveillance. Enfin, tu vois, en fait, c'est quand même l'un des avantages de ce produit, c'est que il y a beaucoup de garde-fous. Euh, Hmm. c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible, Hmm. que quelqu'un, entre guillemets, parte avec la caisse, tu vois. Ce qui peut être un peu moins C'est le un- cas. Mais c'est un des risques, oui, mais du coup moins que qu'on ne le pense. Ouais, Parce que oui, même ça. en réalité, très peu. Et puis c'est vrai que si tu choisis une grosse SCPI, forcément le risque il est moindre de ce point de vue-là, évidemment. Ouais, et puis même, en fait, c'est un jeu d'une petite, hein, parce qu'il faut pas oublier que, tu vois, bon, là, on part dans des détails très techniques, mais même toutes les SCPI ont ce qu'on appelle une banque dépositaire, et la banque dépositaire, en fait, contrôle tous les flux financiers. Donc, typiquement, tu peux pas t'amuser à, tout à coup, Hmm. aller payer un resto avec la carte de la SCPI. C'est absolument impensable, hein. Tu vois, les flux Hmm. financiers, c'est les Hmm. revenus qui rentrent, les charges, ce qui est payé aux associés, c'est tout, quoi. Hmm. Ok. Oui, donc oui, c'est vrai qu'on est parti un peu vite dans tous les sujets. T'as évoqué la fiscalité, etc. On va y revenir parce que il y a aussi là des choses à dire. Euh, j'ai une question moi qui est plus philosophique. Je me dis, mais pourquoi ça existe les CPI? Je veux dire, les associés là qui montent les CPI, donc il y a forcément là-dedans un expert qui sait acheter des biens. Euh, on parle souvent de ces sociétés des foncières, hein, donc où tu as des gens qui sont assez spécialisés pour détecter les biens, qui ont soit les réseaux, qui savent les auditer, qui savent aller voir un bien, l'évaluer, etc. Tu l'as dit toi-même, ça rémunère bien, donc ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que la gestion est rentable, ça veut dire que c'est bien géré, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'on a bien acheté, qu'on revend bien, etc. Donc dans ce cas-là, pourquoi ça existe? Pourquoi on crée une SCPI? Pourquoi on fait entrer des gens et qu'on rémunère entre, tu l'as dit, 4 et 7%? À la limite, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'emprunter, de racheter des biens immobiliers. Pourquoi? Voilà. Ouais. Alors la réponse à ça, en fait, elle est assez simple, hein. C'est que en tant qu'individu, si tu veux faire ça, enfin, en tant qu'individu, tu vois, à un moment, tu seras Démultiplier les limité. crédits, ouais. Bah, C'est ça c'est-à-dire que qu'en tu fait, veux tu dire. seras limité. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as ta loan to value, elle devra être capée. Et donc, bah, en fin de compte, tu as Hmm. toujours un arbitrage entre tes fonds propres et ce que tu es capable d'aller faire. Tu pourras pas Donc, aller vite, en fait. C'est ça le truc. C'est ça la grosse différence. bah, tu pourras pas aller vite. Et puis surtout, bon, c'est bien, tu vas t'enrichir. Donc, pourquoi pas. Mais en fait, tu t'enrichiras un multiple de tes fonds propres initiaux. Et pas Hmm. beaucoup plus. Tu vois, c'est pas envisageable d'arriver et de faire de l'emprunt 100% sur des dizaines de millions de biens. La banque, à un moment, te dira stop. Donc, ça, c'est le premier truc. Hmm. En fait, pour moi, il y a deux questions sous ta question. La première, c'est pourquoi ça existe pour les investisseurs particuliers et pourquoi Hmm. ça existe pour les sociétés de gestion. Pour rappel, hein, les sociétés de gestion sont les entités qui créent les SCPI pour les proposer et les gérer. Donc, je pense, ce à quoi tu faisais référence en parlant de Ouais. pourquoi ils ne Ouais. continuent pas à le faire tout seuls. Pour les investisseurs particuliers, la réponse est simple. La demande pour l'investissement immobilier, tu le sais, est monumentale. Les Français Ouais. adorent Tout le monde l'immobilier. veut acheter l'immobilier. Ouais. Et quand je dis les Français, en réalité, les études qu'on regarde nous montrent que les Allemands aussi, et qu'en fait, de manière générale, les Européens adorent l'immobilier. Donc ça, c'est le Hmm. premier point. En fin de compte, il y a une énorme demande, donc créer un produit comme ça a du sens. Pour les sociétés de gestion, bah, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, pour pouvoir passer à l'échelle, tu es quelqu'un qui est expert en sélection, sourcing, gestion des biens immobiliers. En fait, tu vas le faire effectivement pour toi au maximum, et d'ailleurs, la plupart des gérants de sociétés de gestion ont également un patrimoine immobilier Hmm. propre par ailleurs. Mais sauf qu'à un Hmm. moment, si tu veux vraiment le faire à très grande échelle, que tout à coup les projets t'amusent tellement que tu veux faire des projets à Hmm. 5 millions, 10 millions, ben ça, tu pourras Hmm. pas le faire tout seul. Et donc, ils créent ces véhicules d'investissement sur lesquels eux, ils sont rémunérés, évidemment. Je veux dire, c'est pas non plus des enfants de cœur. Ils le font en ayant des frais de gestion, donc ça leur permet eux aussi, en fait, de gagner plus en pratiquant leur art. Tu vois, c'est un peu comme dire pourquoi est-ce que les ingénieurs logiciels ne font pas que des projets perso. Bah parce qu'en fait, en bossant pour des entreprises, bah, tu peux aussi gagner ta vie et tu peux bosser sur des projets peut-être plus ambitieux que si tu le Hmm. faisais tout seul. Donc en fait, c'est vraiment une question d'échelle. Et bah, du coup, tu l'as évoqué, c'était une de mes questions. Donc, qu'est-ce que gagne alors, déjà, quand tu as dit 4 à 7%, c'est réglementé ça? Ou il y a un bon vouloir? Est-ce qu'il y a un minimum où ça doit être reversé dans les comptes et dans la façon dont ça doit être géré? Ou Alors, voilà, c'est au choix?
Ouais, alors les SCPI doivent reverser la quasi-intégralité des revenus locatifs nets aux D'accord. associés, donc ça pour le coup c'est obligatoire. Et après les 4-7%, c'est pas réglementé dans le sens où l'autorité des marchés financiers te dit pas tu dois donner au moins 4. En fait, Hmm. l'autorité des marchés financiers te dit tu dois donner au moins tant de pourcents des revenus, mais ensuite enfin, le D'accord. montant exact, il dépend de combien la SCPI réussit à générer. Ok. Et donc quand je te parlais de 4 à 7, c'est parce que c'est les ordres de grandeur du marché. Pour te Hmm. donner un ordre d'idée, hein, la moyenne en 2022 du rendement des SCPI était à 4,53. C'est pour ça que je te dis 4 à 7. Il se trouve que les toutes meilleures sont au-dessus de 7. Les moins bonnes sont à 3 ou autour de 3 généralement. Hmm. Et en fait, le gros du panier va être entre 4 et 6, à peu près, hein. Hmm. Hmm. Ok, ok. Ouais. Ouais, ok. Non, bah, c'est très clair. Et donc pour revenir aux frais, on va aborder ce sujet-là. Parce que ça, là, tu as dit combien on pouvait gagner. Alors, on parlera après de la fiscalité, parce qu'on gagne pas vraiment ça. Ça, c'est ce que verse net la société. Mais ensuite, il y a chacun va avoir une fiscalité. Mais avant ça, quand on a acheté des parts de SCPI, qu'est-ce que ça coûte? Parce que ça aussi c'est compliqué. J'ai l'impression que ça diffère d'ailleurs entre les SCPI et ça diffère en fonction de l'enveloppe d'investissement. C'est-à-dire comment on choisit d'acheter les SCPI. Ouais. Est-ce qu'on les achète en direct? Est-ce qu'on les achète dans une assurance vie? Donc je sais qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Donc quels sont les frais à l'achat et quels sont les frais réguliers, donc de gestion, on va dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, absolument. Bah, en fait, là, pour le coup, tu as parfaitement résumé les deux grandes catégories de frais qui existent sur les SCPI. C'est les frais dits de souscription, donc les frais à l'achat, et les frais de gestion, donc les frais réguliers qui sont ponctionnés tous les ans. Alors, les frais de souscription, premièrement, ceux-là s'élèvent généralement autour de 10% lors de l'acquisition de parts de SCPI. Et comment se répartissent ces 10%? Et donc, ça fera un petit peu une incise par rapport à la question que tu posais sur les moyens d'acquérir des SCPI. En fait, les 10% de frais de souscription sont répartis entre le distributeur, donc la personne qui te vend la SCPI, donc par exemple, ça peut être ton conseiller en gestion de patrimoine, ça peut Mhm. être Louvainvest, ça peut être ta banque, enfin, ça y a différentes méthodes de le faire. Mhm. Et donc, généralement, entre 5 et 8% vont directement dans la poche de la personne qui t'a vendu la SCPI. Ça, c'est l'un des secrets les mieux gardés des SCPI que l'immense majorité des conseillers ne te diront jamais. Ils te diront toujours, non, non, mais moi, mon conseil est gratuit, il y a zéro frais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais en fait, il n'y a pas de frais parce que, évidemment, cette personne-là doit bien vivre. Et en fait, elle est payée par la société, enfin, par la SCPI qui lui donne une partie des frais de souscription. Donc ça, c'est les premiers frais. Et donc c'est là où Louvainvest, par exemple, change beaucoup ce modèle en disant, bah attendez, nous déjà d'une, on va vous dire qu'il y a effectivement des frais que vous ne voyez pas, mais qui sont payés directement à l'intermédiaire. Et en plus de vous le dire, on va vous en rendre à peu près la moitié. Ce que ça veut dire, c'est que si j'investis 100 euros aujourd'hui grâce à Louvainvest, eh bien moi, je te rends 2,5 € au bout de 60 jours directement en cash sur ton compte en banque parce que c'est une fois que je suis payé, je te donne à peu près la moitié de ce que je suis payé. Ça, ce sont les frais de souscription. Donc, je l'ai dit 5 à 8% pour l'intermédiaire. Le reste, c'est pour la société de gestion. Et ça, ce sont les frais de sourcing, d'aller visiter des biens, d'aller faire des analyses financières, etc. Ah, donc Ensuite, ça finance les frais de chasse et d'acquisition, en fait. ouais, bah C'est en ça. fait, comme toujours, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, la société Hmm. de gestion, elle a bien besoin de se rémunérer parce que tu vois, c'est un coût pour Comme faire l'analyse de l'investissement tous clé en les main, biens. comme acheter de l'ancien en direct avec une société qui va faire le taf, quoi. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est les premiers frais, frais de souscription. Frais de gestion, bah, c'est très simple, c'est exactement comme si tu achetais un bien et que tu le mettais en gestion locative dans une agence. Cette agence va se faire payer parce qu'elle fait un boulot. Et ben donc là, c'est la Hmm. même chose. Donc la gestion locative des biens donne lieu à des frais de gestion d'environ, encore une fois, 10% en moyenne qui sont versés directement à la société de gestion. Mais comme je le rappelais, hein, les rendements qui sont affichés sont nets de ces frais de gestion. Donc c'est pas 10% qui viennent se défalquer des 4 à 7 dont je parlais, c'est vraiment 4 à Hmm. 7 après frais de gestion. Par contre, ça, c'est les rendements, on va appeler ça des Brut rendements de locatifs. C'est fiscalité. les rendements en temps réel. Moi, j'appelle ça. Donc, c'est les rendements vraiment courants. Donc, ça n'inclut pas les frais de souscription. Par contre, ça inclut les frais courants qui sont les frais de gestion au final. Absolument. Ok. Et donc, on achète la SCPI, on a ses frais, on a ce rendement. Soit on le fait dans une assurance vie, soit on le fait en direct. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ou non? C'est les Bon, deux si, façons. tu pourrais dire qu'il y a deux autres méthodes, mais qui sont un petit peu des variations des deux premières. En direct, tu peux également le faire à crédit, donc tu peux investir en Ah oui, prenant un ça, emprunt. c'était une Ça, de mes c'est questions, ça. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est un point important quand même, hein. Alors on le Intéressant. sait, Ouais. les crédits ont pas mal augmenté, donc c'est
très clairement moins intéressant. D'ailleurs, je pense un peu comme dans le locatif aujourd'hui. Mais en fait, tu peux quand même faire du crédit et donc bénéficier de l'effet de levier. Et puis, troisième point, enfin, ou quatrième point, pardon, quatrième modalité, tu peux acheter des parts de SCPI en ce qu'on appelle un plan d'investissement. Et donc dire, par exemple, je veux investir 200 euros par mois. Et donc, je fais un versement programmé de 200 euros par mois qui va me permettre de me constituer un capital en SCPI. Ok. Et donc, bah, c'est bien que tu poses la question du crédit. C'était une de mes questions avant d'aborder la fiscalité. Mais en gros, ce que les gens savent peu finalement, c'est que comme on achète finalement une part d'immobilier, la plupart du temps, alors il y a quand même des conditions. Hein, parce que là, j'avais regardé le sujet. Alors moi, j'ai pas du tout acheté des CPI pour être complètement honnête, mais j'y réfléchis. Et j'avais regardé à l'époque. En fait, on peut presque rapporter ça à de l'achat de l'immobilier direct, mais en proportion. Et donc, en fait, on peut appliquer les mêmes règles. C'est-à-dire que, alors, suivant si il faut que ce soit du résidentiel, je crois. Enfin, tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, mais il y a quand même des conditions qui font qu'en fait, tu peux emprunter comme tu achèterais un bien immobilier. Et donc, tu empruntes auprès de ta banque, tu vas payer des intérêts que tu vas pouvoir passer en charge, et on parlera après de la fiscalité, exactement comme si tu touchais finalement des loyers et que tu payais des charges d'un bien en direct. Et ma question aussi, tu vas peut-être répondre en même temps, c'est simple d'aller voir sa banque et de dire financez-moi des CPI en crédit. Enfin, ils le font tous ou comment ça marche? Alors écoute, il y a effectivement donc plusieurs choses. En gros, oui, l'investissement à crédit est tout à fait possible. Et en fait, pour aller même encore plus loin, aujourd'hui, l'investissement à crédit est même parfois, enfin en tout cas à certains égards, est encore plus avantageux que l'investissement pour du locatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire des emprunts pour des SCPI avec zéro apport. Donc ça, c'est quand même un truc assez incroyable que, comme tu le dis, peu de gens savent, mais qui te permet d'investir en 100% emprunté pour investir en SCPI. Les taux sont un peu supérieurs à ceux des taux classiques, on va dire, de l'investissement locatif. Alors là, le TAEG, je crois, vient de passer à 4%. On est en mars 2023. Donc voilà, les taux sont entre 3,5, on va dire entre 3,5 et 4 en TAEG, encore une fois. Sur les SCPI, tu es un peu au-dessus. Hein. Tu peux aller jusqu'à du 4,5, 4,8. Donc mais tu as aussi des trucs à 4, hein, mais bon, tu peux aller jusqu'à 4,5, 4,8. Donc ça, c'est le premier point. Donc tu peux investir à crédit, il n'y a pas de sujet, et tu as deux options pour trouver le crédit. C'est ce que tu disais. Soit tu vas voir ta banque. L'un des problèmes d'aller voir sa banque, c'est que souvent la banque te dira, OK, je te fais un crédit, mais tu achètes des SCPI maison. Donc des SCPI gérés par la banque. Et en fait, là, petit point d'attention, c'est généralement pas les meilleurs. Par contre, évidemment, pour la banque, c'est tout bénef parce qu'elle réussit à faire rentrer des actifs sous gestion dans la branche gestion immobilière et en plus à émettre un crédit. Donc, ils gagnent sur les deux tableaux. Donc, pour eux, c'est un peu jackpot. Donc, ça, c'est le premier point. Tu peux faire ça. Tu peux même parfois négocier par exemple, de faire qu'une partie dans leur banque maison et une partie sur des banques externes. Et puis, tu peux même, dans des cas encore plus rares, négocier de faire 100% dans des banques externes en disant, bah non, mais attendez, je suis un bon client, donc moi, je vais vous prendre 200 000 euros de crédit. Les taux sont déjà assez élevés, donc maintenant, je les achète ailleurs. Après, tu peux toujours négocier en disant, je vais prendre quelque chose chez vous. Enfin, voilà, après, c'est de la tambouille, tu peux essayer de négocier, quoi. C'est exactement, c'est des trucs commerciaux. Et donc, on a des clients comme ça, tu vois, qui viennent chez nous, qui achètent, du coup, par Louvainvest, qui ont le cashback, donc ce qui est hyper intéressant, les 2,5% là de remboursement de frais. Avec un crédit fait par la banque. Et l'autre option, donc si tu le fais pas par ta banque, c'est comme pour un investissement locatif, tu vas avoir un courtier. Et nous, en l'occurrence, on a ouvert depuis peu un département crédit. Donc, on a des partenaires bancaires qui, eux, font du crédit SCPI toute la journée et qui le font en architecture ouverte. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut te faire un plan, on te dit, OK, bah, vu ton profil, on pense que ces SCPI-là sont les meilleurs. On monte un dossier avec toi, on envoie ton dossier en commission. Et si tu obtiens ton crédit, ben, tu peux investir avec nous dans les SCPI. Ok. Et donc, si on achète à crédit, et là on va revenir un peu à la fiscalité, c'est-à-dire on a touché tous les mois ou tous les trimestres, je crois, ça dépend des CPI, de l'argent soldé sur le compte. Ça, il faut le déclarer aux impôts. Comment ça marche, hein? Je crois qu'il y a une différence, non, si c'est en assurance vie ou si c'est en direct. Ouais, alors, ou ça dépend peut-être de la SCPI aussi. Je sais pas trop en fait. Alors en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais juste pour revenir sur le sujet crédit, donc bon, on va prendre le cas le plus simple, sans crédit, sans rien, j'achète des SCPI. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, tu vas recevoir ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique par SCPI qui te dit en gros, tu as gagné tant à mettre dans la case X, tu as gagné tant à mettre dans la case Y, etc. Donc ça, c'est quand même assez simple et c'est pré-mâché. La société plus simple que l'immobilier physique, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. En fait, l'avantage, c'est que c'est totalement pré-mâché. Donc ça, c'est le cas classique.
Euh, Ensuite, si tu investis à crédit, effectivement, ce que tu fais, c'est que tu vas faire tu as une déductibilité des intérêts d'emprunt. Donc, en gros, tu vas prendre ce que tu as gagné, tu vas y déduire les intérêts d'emprunt et donc tu paieras que sur le différentiel. Sur comment sont taxés les SCPI en direct. C'est taxé comme ce qu'on appelle des revenus fonciers. Donc, c'est des revenus locatifs classiques, à la différence que ça ne bénéficie pas de l'énorme niche fiscale française qui est le LMNP, la location meublée non professionnelle, qui est évidemment un des points, je pense, les plus intéressants sur l'immobilier traditionnel. Donc, c'est imposé comme des revenus fonciers. Ça veut dire que c'est quoi l'imposition? Tu as 17,2% de prélèvements sociaux. C'est comme le nu foncier, quoi. C'est comme si on faisait de la location nue. Voilà. Exactement. 17,2% de prélèvements sociaux, ton taux marginal d'imposition. Donc ça peut monter assez vite. Hein. Si tu es à 30%, 17,2 plus 30, 47,2. Ça, c'est le cas des SCPI françaises. Le cas des SCPI européennes est beaucoup plus intéressant puisque tu as une fiscalité qui est prélevée à la source dans le pays dans lequel la SCPI a investi. Par exemple, en Allemagne, c'est autour de 15%. Et l'imposition qui est prélevée dans le pays où c'est investi est déductible, tu te donnes droit pardon, à un crédit d'impôt. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, imaginons, je reprends mon exemple, hein, je vais acheter une SCPI allemande, je suis imposé à 30%, et bien moi, ce que je vais payer comme imposition, c'est mon taux marginal moins mon taux moyen. Et donc, en fait, ça va diminuer très drastiquement mon imposition. Et autre cerise sur le gâteau, pour les SCPI européennes, tu n'as pas de prélèvements sociaux de 17,2%. Donc si on comparait, si t'es alors je sais plus les tranches, mais il y a une tranche je crois à 40 ou je sais plus combien. 41, si on prend une ouais. tranche à 41 et que tu achètes une SCPI allemande, donc ton taux marginal c'est 41, donc tout ce que tu vas gagner dans la SCPI devrait être en théorie taxé à 41. Bon, j'enlève le cas du crédit, hein, où on détruit les crédits. Et si l'Allemagne prélève 15% en Allemagne, toi, tu payes 41 moins 15, c'est ça? Non, tu payes 41 moins ton taux moyen. Donc, imaginons, parce que tu sais, il y a deux choses qui sont très importantes dans l'imposition. Tu as ce qu'on appelle le taux marginal. C'est le Ouais. taux auquel est taxé chaque Le euro max. supplémentaire. Ouais, voilà. Surtout chaque euro supplémentaire est taxé à ce taux-là. Mhm. Et le taux moyen qui est en fait, comme c'est dégré, enfin, tu vois, l'imposition est progressive. Si tu gagnes moins de temps, c'est 0, puis 30, puis 11, puis 30, etc., etc. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un taux moyen. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je te donne un exemple, tu es à 41, mais tu as un taux moyen à 22. Mhm. Et ben, en fait, toi, tu vas payer 41 moins 22 d'impôts sur les revenus Okay. des SCPI européennes et tu n'as pas de prélèvement sociaux. Donc, tu vois, juste pour comparer, hein, sur une SCPI française, tu as 17,2 Ouais, 17,2. plus 41, donc 58,2, énorme. Ouais, Et tout dans à fait. l'autre cas, tu vas payer 41 moins 22. Donc 41 là, ça moins n'a 20. rien à Ouais. voir. C'est Ouais, c'est fou. Et incomparable. donc je comprends mieux ce que tu disais au départ, hein. Sur les gens qui sont fortement imposés. Clairement, la différence, elle est incroyable, quoi. Ah bah, t'imagines, tu passes de 60 à 20%. Enfin, c'est C'est incomparable. x3. Ouais, on est à Ouais, c'est presque x3. x2, entre x2 et x3, quoi. Ouais, c'est fou. Ok. Donc là, je comprends mieux. Et ensuite, t'as donc crédit, fiscalité, on l'a évoqué. Alors la différence quand même, il y a quand même une différence, c'est que quand tu achètes en assurance vie, j'ai vu que ça fonctionnait pas exactement pareil. Parce qu'en fait, il y a des frais qui sont peut-être inclus, parce que quand tu es en assurance vie, tu as aussi des frais de gestion d'assurance vie, enfin c'est un peu plus compliqué. Du coup, quelle est la différence entre les deux, Alors, entre la le direct différence, et effectivement, c'est que, donc, généralement, quand tu achètes en assurance vie, tu as des frais donc, de l'assureur qui s'ajoutent aux frais de gestion de la SCPI. Donc, par exemple, tu as ce dont je parlais, des 10% prélevés sur les loyers. Eh bien, en plus de ça, l'assureur va prendre des frais. Alors, ça dépend des contrats, mais ça peut aller jusqu'à 0,5, 0,8% par exemple de l'investissement par an, ce qui est assez conséquent et qui réduit en fait très drastiquement ton rendement. Tu peux aussi avoir des frais d'arbitrage. En fait, le problème de l'assurance vie, c'est que ça dépend tellement d'un contrat à l'autre que c'est très Et tu peux difficile pas d'en faire parler de de manière crédit. générale. Et tu peux pas faire de Non, crédit pour non, tu peux pas faire l'assurance de vie. crédit. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu bénéficies des conditions fiscales assez avantageuses de l'assurance vie. Mais en fait, Oui, ces parce que là, conditions. tu rentres dans le cadre de l'enveloppe de la fiscalité de l'assurance vie. Donc, Exactement. avec la détention, tout ça, Les 8 ans de les détention, prélèvements etc. forfaitaires, etc. Ouais. Exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut toujours voir sur l'assurance vie, c'est est-ce que le gain de l'enveloppe fiscale est plus important que la perte du fait que tu as des couches de frais qui s'empilent. Puis tu as un Ouais. autre aspect qui est quand même important, c'est que beaucoup de gens investissent en SCPI pour se faire un complément de revenu. Et on le sait tous, on investit en locatif aussi parce que ça génère des cash flows.
Mhm. Si tu investis en assurance vie, en fait, ces cash flows, bah, tu as le droit de les sortir, hein, il n'y a pas de problème, Ouais, mais c'est mais pas c'est beaucoup pareil. moins facile. Non, c'est pas la même histoire. Mhm. C'est que tout d'un coup, tu vas te dire, OK, bah, en fait, Mhm. je vais faire un arbitrage tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Enfin, tu vois, tout à coup, alors que C'est un là, la rachat, SCPI, hein. C'est un rachat en assurance vie, c'est plus tout pareil. Et puis en plus, t'es fiscalisé différemment si tu vas trop vite et sur tes du coup, rachats. donc, exactement. Donc, c'est un peu une migraine complète, alors que l'avantage quand même Mhm. de la SCPI directe, c'est que, bah, voilà, j'achète et tous les trimestres, boum, j'ai des revenus qui tombent sur mon compte en banque. J'ai aucune question à me poser. Ça marche tout seul, quoi. Mhm. Ah oui, et l'autre différence, c'est la liquidité sur l'assurance vie. Finalement, c'est plus simple de vendre, de revendre sur l'assurance vie. Alors ça, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, c'est un très bon point. Sur l'assurance vie, la liquidité est garantie par l'assureur. Donc ça, Parce c'est que c'est effectivement lui un qui point les achète positif. finalement. C'est pas Exactement, toi c'est qui lui les qui les achète. détient. Ouais, ok. Très Alors intéressant. que, ouais, alors sur la SCPI, ça peut être un petit peu plus compliqué, même si aujourd'hui, en réalité, la liquidité est très bonne sur la SCPI en ce moment. Ok, ok. Alors c'est hyper intéressant. Ok, ok. Bah écoute, alors attends, je regardais un peu sur ces points-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que j'avais un peu prévu en préparant l'interview. Euh, donc tu as expliqué ce que gagnait la SCPI, donc ça c'était plutôt clair. Alors j'ai vu un autre truc. Donc là on parlait de rendement, hein, tu me parlais de rendement. Et nous, souvent, ce qu'on fait, on essaie de le faire bien aussi, ce calcul de rendement pour ce qui est de l'immobilier physique. Et moi, j'aime bien aller assez loin, donc on fait aussi le calcul de rentabilité totale, c'est-à-dire on regarde toute la vie du truc avec les frais au départ, un peu comme le TAEG dans un crédit. Hein, on regarde les frais, on regarde à la fin combien on a revendu, etc. Et je sais que les SCPI publient des valeurs de taux de rendement interne, donc on va appeler ça la rentabilité globale qui inclut un peu tout. On appelle souvent le TRI. Je sais que les SCPI le publient, c'est facile à trouver ça. Et en quoi est-ce que c'est fiable ce qui sort comme TRI? Comment ils le calculent? Tu sais un Bah, peu? en fait, le TRI, effectivement, est publié par l'immense majorité des sociétés de gestion quand les SCPI ont un peu d'historique. Parce que tu vois, typiquement, bon, les Ouais, TRI à bah 2 ans, ouais, c'est pas hyper pertinent. forcément. Donc, généralement, Mm. ils vont commencer à le calculer à partir de, je sais pas, allez, 5 ans minimum et plus souvent 10, 15 ans d'historique. Donc, tu as effectivement des calculs qui sont assez facilement accessibles directement dans les rapports annuels. Le problème, c'est qu'en aujourd'hui, enfin, le problème. La raison pour laquelle c'est difficile en fait de comparer les SCPI entre elles comme ça, c'est qu'aujourd'hui tu as beaucoup de SCPI assez récentes et donc du coup, bah, en gros, Et là, tu peux pas. une SCPI des années 80 est incomparable avec une SCPI de 2017 parce Mm. que bah, l'une n'a même pas 10 ans d'historique. Donc c'est Ouais. enfin, c'est pas Oui, parce évident. qu'il faut prendre en compte la valorisation des biens. Donc, si t'as pas d'historique, Exactement. c'est un peu compliqué. Exactement. Et donc, du coup, effectivement, ce calcul existe. Et par exemple, ce qui est assez incroyable, hein, c'est qu'on a des SCPI qui, sur des durées de, je crois, 10 ou 15 ans, obtiennent des TRI à 8 ou 9, tu vois. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Pour rappel, hein, Ouais. le TRI, le taux de rentabilité interne, c'est en fait la rentabilité annualisée d'un investissement, effectivement, comme tu le rappelais, Bassel, à partir donc tous les frais, donc les frais de gestion, mais les frais de souscription aussi, donc la valeur d'achat, la valeur de revente, et l'évolution du prix de la part, plus Mm. le rendement qui m'est payé tous les ans. Tous les flux Donc, d'argent, en fait, tous les flux d'entrée-sortie, finalement, sont pris en compte exactement. dans ce calcul. Ce qui le rend intéressant pour comparer, en fait. Et d'ailleurs, on l'a utilisé et je l'ai utilisé pour comparer le physique. Et là, tu disais 9% de TRI sur les CPI, c'est vraiment pas mal parce que ça se rapproche. C'est meilleur ou identique à si on faisait de l'immobilier avec beaucoup de frais. Donc, quand on paye beaucoup d'intermédiaires parce qu'on peut payer beaucoup d'intermédiaires dans l'immobilier, ou qu'on fait du neuf Pinel, enfin ce genre de choses, où on commence à payer beaucoup de frais. Mm. Et au final, on s'y retrouve. Et donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et voilà, et je le dis aux gens, et c'était une de mes questions, c'est finalement dans quel cas on achète des CPI. Alors moi, dans ma tête, c'est je peux pas acheter du physique, j'ai peur, ou j'ai pas envie, ou ça me saoule tout simplement de devoir gérer un locataire, et puis j'ai pas envie de tirer le risque, ou je peux pas parce que le crédit c'est compliqué, et puis parce qu'il faut un ticket d'entrée assez élevé. Donc ça, évidemment, là, la SCPI est intéressante. Mais est-ce qu'il y a tu vois d'autres cas? Bah, en fait, les cas que tu as évoqués sont les cas évidemment les plus classiques, hein. C'est-à-dire que en gros, si tu as envie d'investir en immobilier, mais que t'as pas envie de t'embêter, ou que un bien à 200 000 euros, tu peux pas enfin, faire cet investissement. Bah, la SCPI, en gros, c'est très clairement une excellente solution. Et pour te donner un ordre d'idée, tu vois, nous, on a à la fois on a des clients qui vont de quelqu'un de 22 ans qui veut se construire un capital au fil de l'eau et qui met des tickets régulièrement de 200 euros Hmm. jusqu'à des clients qui vendent leur boîte et qui mettent 1,5 million d'un coup sur de la SCPI. Et en fait, toute cette panoplie de clientèle existe et ce qui les rassemble, c'est le désir de l'immobilier,
le fait de garantir des revenus ou des rendements assez élevés, et encore une fois, Mhm. sans s'embêter, quoi. Tu Sans vois, typiquement, la s'embêter, ouais. personne qui avait mis 1,5 million, pour elle, le sujet, c'était pas est-ce que je peux acheter un appart, c'est de dire, en fait, cette personne-là n'avait pas envie. Mhm. Voilà. Je veux juste investir dans le NIMO, c'est stable, ça me rassure, j'ai des bons rendements, mais je veux le déboucher les toilettes, ça ne l'intéresse pas. Il a autre chose à Mhm. faire, il a une boîte à gérer, etc. Et qu'est-ce que tu en dis, toi, des autres moyens d'investir dans l'immobilier en papier, on va dire? Il y a des fonds immobiliers, il y a des ETF orientés au immobilier, il y a des OPCI, je suis allé voir un peu avant. Il y a aussi des sociétés immobilières cotées en bourse, SIIC, j'ai vu aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et en quoi ça se compare, ou si on devait choisir, les grosses différences, ou comment tu choisirais entre les CPI plutôt, ou ce genre de placement? Bon, alors, tout n'est pas équivalent dans les différentes alternatives. Les OPCI, c'est un modèle un peu hybride, en fait, dans lequel c'est un fonds qui est plus liquide, mais dans lequel tu as le droit de n'avoir, par exemple, jusqu'à 60% d'immobilier, donc potentiellement 40% d'autres choses. Les SCPI, c'est Mhm. pas le cas. Les SCPI, c'est 90% minimum d'immobilier. Donc, tu peux pas Mhm. jouer avec le truc. Tu as le droit d'avoir un peu de cash, par exemple, tu vois, si tu Mhm. veux, tu dois l'investir, etc., mais c'est tout. Les EPCI, c'est pas le cas. Et en fait, c'est un modèle assez récent, mais qui a pas vraiment pris et qui est même, pas envie de dire en déliquescence, mais disons qu'il est pas en très bonne forme aujourd'hui. Donc ça, j'en parlerai même pas, c'est très marginal. Mhm. Je trouve que ça fait partie de ces produits qui sont pas clairs parce que tu comprends pas. Tu te dis, mais attends, mais du coup, Je sais pas ce qu'il y a 60% dedans. d'immobilier, mais Mhm. ouais, et puis du coup, 40% de quoi, en fait? Il va acheter du CAC 40. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. J'ai pas envie de faire ça, quoi. Oui, si tu veux te Euh, construire un portefeuille patrimonial, tu bah sais pas oui. trop quoi en faire de ce truc-là, quoi. Tu sais pas Bah oui, où tu le places dans ton bah truc, c'est clair. C'est soit tu dans te ta mets de l'IMO répartition. et t'achètes de la Voilà. SCPI et puis à côté t'achètes de l'ETF, mais tu vois, Mhm. le truc un Ouais, je peu suis d'accord. hybride, t'es là, tu fais, bon, ok. Bon, en tout cas, Mhm. c'est mon point de vue. Mhm. Euh, les REITs, donc les REITs, c'est les foncières cotées. Donc tu vois, en français, c'est les SIC dont tu parlais, les SIC, Mhm. les SIC, REITs, etc. Donc tout ce qui est foncière cotée, c'est hyper intéressant. Les rendements sont assez similaires, hein. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs qui compare les REITs avec les SCPI. Mhm. En fait, pour moi, la différence majeure entre les deux, c'est euh, tu gagnes. Le rendement est à peu près similaire, hein. Dans les deux cas, ça va être entre 4 et 7. Enfin, donc c'est pas hyper différent là-dessus. La différence, c'est que sur les foncières cotées, tu gagnes en liquidité, mais tu perds en stabilité. Et en fait, les deux sont intrinsèquement liés. Pourquoi? Parce que comme c'est coté en bourse, le prix est en permanence fixé par l'offre et la demande. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux toujours le vendre, parce qu'il y a toujours un prix auquel quelqu'un d'autre est prêt à te l'acheter. Mais, exactement comme pour les actions, ce prix peut être 40% inférieur à celui que toi, tu aurais bien aimé vendre. Et donc, tu peux décider de ou pas de le faire, mais donc tu peux à tout instant vendre, mais le prix est beaucoup plus volatile. Là où la SCPI, en fait, a une non-garantie de liquidité, donc c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de pouvoir vendre tout le temps, mais en échange, tu es indexé sur l'immobilier lui-même et pas uniquement sur l'offre et la demande. Et donc, tu es beaucoup plus stable. Et donc, en fin de compte, pour moi, le sujet entre les foncières et la SCPI, c'est est-ce que tu as envie d'essayer d'aller analyser comme un fou pour savoir si en fait le prix auquel tu achètes, c'est un bon prix par rapport aux actifs sous-jacents et par rapport à la dynamique de marché? Ou est-ce qu'en fait tu te dis non, non, mais attends, moi je vais acheter de l'immobilier, ok, le prix de l'immobilier, le prix des parts de SCPI est indexé sur l'immobilier, c'est beaucoup plus simple. Donc sur les foncières, tu peux faire des meilleures affaires, tu peux faire des moins bonnes affaires. Je te donne un exemple, hein, Unibail-Rodamco, c'était considéré comme le joyau de la couronne des foncières européennes. Eh Mhm. bien, je crois que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas payé un seul dividende. La boîte étant en catastrophe complète, le prix de l'action s'est effondré parce que en fait, tu achètes une foncière, donc tu achètes non seulement l'immobilier, mais aussi la gestion, la stratégie de management, etc. Sur de la SCPI, c'est pas le cas. Toi, tu es associé dans un contenant dans lequel tu n'as que de l'immobilier. Donc en fait, Mhm. que la société de gestion, par ailleurs, fasse un autre fonds qui fait n'importe quoi, tu t'en fous complètement. Toi, tu as Mhm. ça, tu as ton immobilier dedans et c'est tout, quoi. Donc c'est Mhm. plus de liquidité pour moins de stabilité. Donc c'est vraiment un choix. Et je dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, d'ailleurs. Mhm. Et, ça me refait penser à une question. Tu as dit tout à l'heure qu'on gagne finalement sur la valeur du bien, mais ça, c'est obligatoirement versé tous les ans, peu importe si la société vend ou pas le bien immobilier lui-même. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, hein, les CPI. C'est-à-dire que la vente Alors, elle-même ne provoque rien de spécial. alors la vente, alors ça dépend en fait. La vente, donc en gros oui, le renouvellement du parc en fait de Ouais, l'immobilier, ça. voilà. Ouais.
Ouais. Ouais, alors le renouvellement du parc immobilier, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça peut générer des plus-values de cession, bah, comme Oui, enfin, c'est ce qu'on normal. espère pour tout le monde d'ailleurs. Et donc les Mm. plus-values de cession peuvent être capitalisées ou peuvent être versées aux investisseurs. Ça, c'est une D'accord. politique de gestion. Mais donc effectivement, tu peux avoir des plus-values de cession et donc ça donne lieu à des versements exceptionnels, donc qui viennent Ok. s'ajouter au rendement locatif Ok. traditionnel. Oui, oui, pardon, parce qu'en fait, l'évaluation, c'est juste pour évaluer le prix de ta part. Alors que là, on parle Exactement. de vraiment d'une vente réelle, donc soit elle est remise dans l'entreprise, soit elle est versée aux personnes. Ok, Exactement. très clair. Et donc, j'en reviens aussi à une question, comme on parlait de finalement des modes de fractionnement, et on a fait quelques podcasts aussi sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de sociétés qui se montent sur le fractionnement, l'immobilier à 10 euros, à partir de 10 euros. Les gens pourront aller voir les autres épisodes et on en voit qui se créent constamment. Et bah forcément tout le monde prêche sa paroisse. Hein. C'est mieux que les CPI puisqu'en fait on a un bien physique, on touche du doigt le bien, etc. Mais c'est hyper controversé parce que c'est pas aussi bien encadré que les CPI, faut pas se leurrer. Ça reste, il y a encore un flou, difficulté de compréhension. Il y en a qui font par des contrats de royalties. On va pas rentrer dans les détails. Il y en a c'est par des missions d'obligation parce que c'est un autre mode finalement. C'est-à-dire qu'en gros ce qu'on nous on verse en tant qu'investisseur, c'est finalement ce qui sert d'emprunt pour l'acheter le bien immobilier. Et donc il y a plein de nouveaux modes et l'AMF a émis des recommandations, je crois, etc. Donc voilà, moi je suis pas spécialiste. On a reçu parce que c'est un phénomène intéressant et qui peut-être va faire modifier d'ailleurs la législation. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses Comment tu vois ça? C'est une question qui est hyper vaste. Alors, premièrement, en disclaimer, moi j'y crois beaucoup, hein. Et d'ailleurs, on lance, bah là on est le 3 mars aujourd'hui, Oui, parce c'est que je ça. sais Tu que ce m'en sera avais probablement parlé. diffusé un peu plus tard. On lance le 8 mars, donc dans 5 jours exactement, notre offre également d'immobilier fractionné, Mhm. qui, à ma connaissance, est la seule qui permet d'investir dans un bien identifié sous un format obligataire. Donc, c'est-à-dire que c'est un format qui est encadré par l'AMF, enfin encadré par la réglementation, qui donne lieu à un dépôt d'un dossier auprès de l'AMF, donc pour voilà dire Mhm. quel est l'enjeu des émissions d'obligations, comment ça se passe, qu'est-ce que l'investisseur obtient, etc. Donc tu vois, il y a une forme d'encadrement juridique sur cette modalité-là, qui n'existe pas, comme tu le rappelais, sur les royalties, qui sont d'ailleurs la modalité qui a donné lieu à non pas même une recommandation, même un avertissement de l'AMF. Je Mhm. crois, hein, alors ceci dit, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était un avertissement. Disait attention quand même, c'est assez risqué, c'est pas encadré. Euh, donc ça c'est le premier point. Donc globalement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en fait, Bloom Invest, moi je l'ai pensé parce qu'on se rend compte de ça. Je pense tous les gens qui se lancent sur ces projets, les gens veulent investir en immobilier. Et en fait, l'immobilier c'est l'une des seules classes d'actifs qui n'a pas beaucoup évolué depuis 50 ans. Tu regardes l'achat d'actions. Mhm. Tu vois, il y a 50 ans, les mecs, tu te rappelles du loup de Wall Street, c'est tu Mhm. vends les petits papiers roses, etc. au téléphone. Bon, tu vois, aujourd'hui, c'est j'ouvre mon app, je vais sur Trade Republic, j'achète des actions en Mhm. 2 minutes. Je veux acheter des Mhm. cryptos, j'ouvre Binance, j'achète des cryptos. Je veux de l'immobilier, je vais descendre dans la rue, je vais voir un agent immobilier. Enfin, tu vois, le process, il est Ouais, je évidemment suis complètement d'accord. différent. Et donc on se dit, Mhm. bah, on a tous un peu cette idée de se dire comment on rend ça beaucoup mieux. Et donc nous, une des raisons pour lesquelles on est parti sur la SCPI, c'est que c'est un produit qui existe depuis 50 ans, comme tu l'as rappelé, qui est Mhm. encadré, qui a donc beaucoup de garanties pour l'investisseur. Et donc c'est très important pour nous de se dire, on parle quand même de l'épargne des gens. Tu vois. Et quand on a un client qui met 1,5 million chez Loom moi, ce que je veux absolument garantir, c'est qu'on ne puisse pas me dire, mais attends, tu l'as fait investir dans une royalties auquel le mec a rien compris, il a tout perdu. Quoi. Ça, Mhm. c'est le pire cas. Mhm. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Mais donc là, la raison pour laquelle on se lance sur ce produit-là, c'est que tu as raison. L'immobilier, ce qui fait sa force, c'est que c'est hyper concret. Tu vois, j'arrive, je te montre un appart, je te fais une visite 3D de l'appart, tu t'imagines, tu dis, OK, je C'est vais pour mettre ça un que les gens locataire. adorent. Hein. Parce qu'en fait, je pense qu'en Europe, on n'a pas cette culture des marchés financiers, contrairement aux États-Unis, hein, où dès le plus jeune âge, hein, t'investis sur des fonds. Nous, ça nous fait peur. Enfin, là, je simplifie évidemment. Mais par contre, le physique, hein, le détenir du terrain, de la pierre, etc. Ça, c'est quelque chose qui reste ancré, quoi. On va dire. Mais en fait, c'est assez logique parce que tu vois, moi, j'aime bien souvent faire cette analogie, c'est de se dire, en gros, quand tu fais l'analogie entre l'immobilier et une entreprise, quand tu achètes une action, bah, en fait, tu vas acheter une part d'une boîte. Et une boîte, c'est quoi? C'est une forme, enfin, déjà, réduit à sa plus simple essence, c'est une organisation
qui est censé produire de la valeur à partir de ses inputs. Et ces inputs, ça va être de la main-d'œuvre, ça va être, Mm. je sais pas, tu as je sais pas, des bouts de planches de bois, enfin, ou des troncs de bois, pardon, hop, tiens, t'as une papeterie et t'en fais des feuilles de papier, voilà. Ça crée Mm. de la valeur et donc toi t'achètes une action parce que tu comprends comment ça marche. Mais en fait, l'immense majorité des entreprises aujourd'hui sont des bêtes extrêmement compliquées à comprendre. Tu prends un Google. Non, mais Google, ça fait du search. Ouais, mais Google, ça fait aussi du YouTube. Ouais, mais Google, ça fait aussi, etc. C'est Mm. impossible de comprendre en tant que particulier exactement ce qui fait que Google est valorisé, ce qu'il est valorisé. Mm. Mm. L'immobilier, en fait, c'est une entreprise, mais dont le seul truc, c'est que à l'actif, tu vas avoir un lot, quoi, un bout d'immobilier physique. Et puis, ce que tu vas faire de cet actif, c'est le faire travailler en le mettant en location. Mais sauf qu'on vit tout ça au jour le jour, parce qu'on habite tous quelque part, et on se rend très bien compte de la valeur de. Ah oui, mais c'est évident. Avoir un endroit où je peux dormir, c'est sûr que ça a de la Mm. valeur. Tu vois. Pour moi, c'est assez logique que ce soit si intuitif, parce que contrairement à une action où chaque entreprise en plus est différente, l'immobilier, on le vit littéralement tous les jours. On va acheter du pain dans une boulangerie qui est de l'immobilier, on dort dans de l'immobilier qui est chez nous, on va au bureau dans de l'immobilier qui sont des bureaux. Donc c'est évident que la valeur, elle est facile à comprendre. Mm. Donc pour revenir là-dessus, tu vois, même sur le sujet de l'éducation, en fait, je pense que de manière générale, il y a juste un côté hyper intuitif, quoi. L'immobilier, c'est évident à Mm. comprendre. Mm. Mm. Tout à fait. Et donc, toi, donc, dans la proposition à laquelle vous travaillez, c'est de dire, je vais créer une société. Je vais essayer de résumer. Après, tu vas me dire ce que je dis si c'est pas bon. Mais je crée une société qui va acheter le bien immobilier ou travailler avec une société qui va acheter le bien immobilier. Et tu vas émettre des obligations. Enfin, c'est cette société qui émet des obligations, un peu comme une entreprise émettrait des obligations. Aujourd'hui, on peut investir en obligations. EDF émet des obligations, etc. Donc les gens vont acheter des obligations. Donc en fait c'est je donne de l'argent. C'est un peu comme un emprunt. Moi je le simplifie, je dis que c'est un peu comme un crédit finalement. J'ai Ouais, touché tout des à fait. intérêts sur ce que je mets. C'est C'est une ça. très Hein. bonne, ouais, c'est un très bon Ouais. exemple. En fait, la différence, c'est qu'en gros, c'est un peu comme un crédit, mais à taux variable où je te dis, bah, ok, effectivement, tu vas me prêter de l'argent pour que j'achète le bien. Mais moi, Mm. plutôt que de te dire, tu vois, aujourd'hui, si tu vas acheter à la banque, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'immobilier, c'est que tu vas voir la banque, elle te prête à un taux fixe, et ce taux En fixe, il France, est, en France c'est alors, beaucoup taux non, fixe, mais t'as raison, en mais France. ça existe le taux variable. Ouais. Ouais, alors ça existe en France aussi, je sais, mais bon. Mais tu Mm. vois, en France, ça va t'emprunter à taux fixe sur 25 ans, Mm. puis tu vas dire, OK, Mm. ben, moi, je vais payer un taux à 3, mais moi, mon appart, il a un taux interne de 4. Enfin bon, voilà, c'est l'effet de levier. Là, l'idée, Mm. c'est que je te dis, bah, ok, tu vas me prêter pour que j'achète le bien, mais moi, ce que je te donne comme taux, bah, c'est le taux, ce sera très simple, ce sera les revenus moins les charges. Donc, en fait, je te dis juste, c'est un taux qui est variable, je te donne la formule de calcul, et à la fin du mois, on se retrouve et je te dis, bah voilà, l'appart, il a gagné 500 euros, j'avais 150 euros de charges, tu gagnes 350 euros. Voilà, point barre. C'est aussi simple que ça. D'accord, parce qu'en fait la différence là, c'est que moi si j'achète une obligation EDF te dit l'obligation te garantit voilà ce que va être le taux d'intérêt et lui il bouge Exactement. pas. Voilà, ok, Exactement. très clair. Et l'autre point, exactement, l'autre point qui change pas mal, c'est que donc non seulement nous, c'est taux variable qui est indexé sur les rendements, et autre point, c'est que les obligations, généralement, tu vois, si tu achètes 100 euros d'obligations, à terme, on te rend 100. Bah, nous, on te rend pas 100. Ce qu'on te dit, c'est, ben, tu vas donner 100, et en fait, à terme, si moi, le bien, je le vends 120, et ben, tu auras 120. À l'inverse, si je le vends 80 parce que je sais pas, effondrement du marché, je veux dire, on n'est jamais à l'abri, il y a toujours des Mm, Cassandres pour nous prédire l'effondrement du marché, ça pourrait arriver. Donc si par mm. contre ça vaut 80, tu n'auras que 80. Mais du coup, en fait, tu répliques vraiment l'immobilier via cette obligation qui est à taux variable et à valeur terminale, en fait, si je peux me permettre, hein, tu vois, la valeur en fin de course, Mhm. variable, indexée sur le prix du bien. Ok, bah écoute, c'est très clair, très intéressant. C'est très intéressant. Je pense qu'avec tout ce qu'on a couvert là, je trouve que c'est hyper riche en enseignements parce que c'est franchement pas évident. Tous ces sujets sont pas évidents. Euh, donc c'est top. Dernière question, parce qu'on approche quand même de l'heure. Question que je pose un peu à tout le monde. Toi, dans ta vie, quel a été ton plus gros plongeon dans la vie, ta plus grosse prise de risque? Oula, c'est une question qui est pas évidente. Bon, après, il y a risque perçu et risque réel, hein. Ce qui est assez rigolo, c'est que bon, je pense qu'en risque perçu, le truc où j'ai eu, je pense, l'une des fois où j'ai eu le plus peur probablement, c'est quand j'ai passé mon brevet de parachutisme et où je me rappellerai toujours, j'avais fait ça avec mon père, j'étais en prépa, il m'avait emmené l'été, et on a passé tous les deux notre brevet de parachutisme. Et c'est un plongeon très littéral pour le coup, où Ouais, tu là te c'est jettes pour la clair. première fois. Et surtout que donc, tu sais, souvent tu fais ce qu'on appelle du tandem, c'est-à-dire que tu as quelqu'un Ouais, derrière toi. Et t'as donc nous, on avait quelqu'un, ouais. passé la PAC, donc la progression, progression accompagnée en chute, je crois, un truc comme ça.
Et donc en fait, tu fais jamais de tandem. Donc moi, j'avais jamais fait de tandem. Donc j'étais dans l'avion, j'avais mon propre parachute. Il y avait deux personnes qui sautent en fait en même temps que toi, mais tu sautes tout seul, ce qui est évidemment assez flippant. Et Mm. donc ça, je pense, que c'était un des trucs assez flippants. Et l'autre truc qui était super flippant, c'est que du coup, bon, tu vois, enfin, j'ai vu mon père sauter du coup 10 secondes après moi, donc tu vois, je sais pas, à quelques centaines de mètres. Et ça, c'était un truc qui était assez flippant de le voir juste tomber, tu vois, à 200 km/h. C'était une merde. Ah ouais, putain, ouais. J'espère que tout va bien marcher. Donc ça, tu vois, la prise de risque perçue, c'est probablement ça, parce qu'au fond, bah, il y a assez peu de morts en Ouais. parachutisme, donc je pense que c'est pas très dangereux. Et après, c'est assez marrant parce que tu vois, typiquement, j'ai lancé deux boîtes, notamment une aux US, alors qu'en fin de compte, j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'étais assez jeune encore. Mais surprenamment, en fait, j'ai jamais trop ressenti ça comme une vraie prise de risque. Je sais que par exemple, ma mère était hyper stressée, mais donc tu vois, c'est pour ça que je parle de prise de risque perçue versus réelle, quoi. Oui, parce que tout le monde n'est pas dans ton cas, hein. Aujourd'hui, en France, ça reste une grosse, enfin, perçu, aux États-Unis, enfin, en France, ça reste perçu comme une grosse prise de risque, un entrepreneuriat. Alors que finalement, en France, il y a quand même des trucs sympas qui font que c'est pas tant un risque que ça, parce que il y a le pôle emploi, etc., alors qu'on n'a pas ça, aux Mais moi, États-Unis. c'est un truc de fou, je comprends pas en fait. Les gens qui se lancent, enfin, alors, c'est pas du tout pour Hmm. limiter l'impact, c'est très bien de se lancer en tant qu'entrepreneur. Mais moi, je vois un nombre de gens qui sont terrorisés d'être entrepreneurs où tu dis, mais attends, de toute façon, enfin, littéralement, ce dont tu me parles, c'est que là, pendant 2 ans, tu vas être payé, alors Tout je à sais plus fait, quel est le tout à pourcentage fait. de ton C'est salaire, mais unique qui à est la quand même France, hein. conséquent. Hmm. Mais attends, t'es payé pendant 2 ans, quoi Oui. qu'il se passe. Et au pire, si t'arrives pas à lever d'argent, que t'arrives pas à créer un produit, que dans 1 an et demi, tu te prends 6 mois pour retrouver un boulot, t'as 32 ans, t'es diplômé, bon, bah, en fait, il n'y a pas de risque. Tu vois, tu peux dire ce que tu veux, Non. il n'y a pas de risque. Il y Et a, pourtant, il y les a un gens voient risque ça si comme un. tu le fais en sortie d'école, mais sinon, non, il n'y a pas de risque, quoi. Et encore, parce qu'en sortie d'école, en fin de compte, tu vois, t'es hyper T'as employable. Alors, encore ok, rien, tu vois. ouais. T'as encore, et puis t'as pas encore tu perds rien finalement Bah quelque ouais, part. bah c'est clair, Mm. tu vois, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants. Enfin, en fait, Mm. alors c'est Mm. vrai, t'as raison. Le cas où t'as des enfants, parce que c'est pas encore mon cas, mais tu vois, le cas où t'as des enfants, je peux comprendre. Tu dis, ouais, bah quand même, il y a des gens qui Bah ouais, dépendent de moi. Donc ça, c'est vrai que c'est autre chose. ouais. Oui, mais avec le Pôle emploi, tu fais vivre. Enfin, si t'avais un bon salaire avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, ça marche aussi. Mais oui, oui, clairement. Bon, après, c'est bien, toi, t'as jamais pris ça comme un risque, et c'est génial, hein. Moi, j'aurais aimé plus jeune. Bah Je écoute, me mais moi serais j'ai lancé jamais eu plus le pôle jeune, emploi en tu fait. vois. Mais alors, c'est marrant parce que du coup, tu vois, mais j'ai vraiment littéralement jamais eu le pôle emploi parce que j'étais aux États-Unis. Ensuite, quand je suis revenu en Bah France, ouais. j'étais en freelance. Et donc en fait, quand on a lancé Louvre en 2021, j'étais freelance pendant les 6 premiers mois en fait en parallèle. Donc moi je bossais à peu près à mi-temps sur Louvre. Et c'est en Mm. juin quand on a levé de l'argent que je suis passé full time. Mais en fait, ouais, ça m'a jamais trop paru trop risqué quoi. Mm, mm. Bah écoute, c'est cool. Bah écoute, merci pour toutes les informations. Alors les gens peuvent aller voir, donc ils peuvent aller voir ton profil, hein, Clément Renaud, Louvainvest. Ils peuvent aller voir Louvainvest, hein, c'est facile à trouver. Et puis peut-être un point juste, parce que je sais qu'il y a certains sujets, notamment la fiscalité, qui est hyper compliquée, ou Ouais. même classement. C'est un petit point. On a également des webinars thématiques où on aborde ça en détail. Donc si jamais quelqu'un se dit, tiens, en fait, l'histoire des prélèvements sociaux, c'était pas hyper clair, ce que je peux Mm, comprendre parce que c'est vraiment compliqué, mm. je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube. Vous tapez juste Louvainvest sur YouTube, vous devriez tomber sur nous. Il y a un webinar complet là-dessus, donc ça vous permettra d'avoir une vue un peu plus exhaustive si vous voulez vraiment creuser plus. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup et, Merci à toi, et à Bassem. très bientôt. Merci. Ouais, à bientôt. Au plaisir. Ciao.